Alors, voilà, la question m'a paru bizarre au départ, et puis ensuite elle est devenue très pertinente, parce que nous-mêmes, on a quelques petits problèmes quand on a un patient qui se présente, qui ressemble à un syndrome coronarien, et quand on lui fait la coronarographie ou le bilan, finalement, on ne trouve pas la lésion coupable à laquelle on s'attendait. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt sur cette thématique. J'ai besoin de vous rappeler deux ou trois petites notes essentielles, en particulier la définition de l'infarctus du myocarde. Ça peut paraître bizarre, mais les cardiologues qui travaillent sur la thématique de l'infarctus du myocarde depuis plus de 50 ans ont ressenti le besoin de se réunir à nouveau il y a quelques années, et de façon commune avec toutes les sociétés savantes européennes et mondiales, ont dû redéfinir l'infarctus du myocarde. Ça peut paraître bizarre, c'est une pathologie qu'on connaît bien, c'est la première cause de mortalité, mais on a eu besoin de se réunir et de redéfinir la pathologie, la définition de l'infarctus du myocarde, probablement parce que la troponine est venue un peu jeter un trouble. La troponine, au départ, était un marqueur biologique de pronostic, c'est comme ça qu'elle est sortie, c'est devenu incontestablement un marqueur diagnostique évident. Si bien que dans la définition de l'infarctus du myocarde, on dit qu'il faut avoir une élévation de ce marqueur, ou d'autres éventuellement, mais de ce marqueur, dans un contexte qui doit être évocateur ou avec des signes électriques. Donc il y a l'infarctus du myocarde, définition 2012-2013, c'est l'évidence d'une ischémie myocardique qui peut être un marqueur comme la troponine ou un signe ECG, mais dans un contexte possible d'ischémie. Ça veut dire que si vous avez que la troponine, comme on le voit faire parfois aux urgences pour un patient qui est rentré pour un corps au pied ou pour une fracture, troponine toute seule, on ne dira pas que c'est un syndrome coronarien. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle définition, c'est ce schéma. Il n'est pas très compliqué à comprendre. Vous avez au milieu du cylindre, au milieu du cercle, pardon, ce qui est un peu foncé en couleur, c'est l'infarctus du myocarde, le patient qui a rompu une plaque d'athérome, qui a fait l'infarctus du myocarde habituel. Et tout autour, il y a ce que les Américains appellent myocardial injury, qu'on peut traduire en français par une souffrance myocardique. Ça arrive dans beaucoup de circonstances. Il y a toutes celles qui sont autour, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Ce sont des patients qui vont augmenter la troponine. Vous allez avoir le marqueur biologique de l'infarctus du myocarde, mais ils n'ont pas la douleur coronaire, ils n'ont pas forcément de signe ECG, et donc on ne peut pas parler d'infarctus du myocarde à proprement parler. Tout le monde est d'accord actuellement pour dire que, attention, une élévation de la troponine ne peut pas être considérée systématiquement comme un syndrome coronarien aigu. Les causes d'élévation de la troponine sont très nombreuses. Alors vous avez en haut à gauche la classique rupture de plaque, on ne va pas tous les détailler, on va revenir sur certaines. Regardez en bas à droite, c'est des patients qui font un marathon, c'est bien connu, hein. Quand on fait un marathon, y compris quand on est très entraîné, on élève la troponine. Quand on fait un triathlon et qu'on fait un dosage de troponine, on augmente la troponine. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il y a une mise en tension du ventricule droit ou du ventricule gauche qui est inhabituelle, mais ça ne veut certainement pas dire qu'il y a un infarctus du myocarde. Alors, toujours dans la définition récente de l'infarctus du myocarde, ça paraît compliqué quand on voit ça, et effectivement, c'est compliqué. Le type 1, c'est la rupture de plaque, l'artère coronaire qui se bouge parce qu'une plaque d'athérome s'est rompue. Le type 2, c'est le déséquilibre entre les apports et la demande en oxygène. En fait, le type 3, le type 4 et le type 5, il y a deux types 4, ont été faits non pas pour éclaircir la situation, parce que ça embrouille plutôt la situation, ils ont simplement été faits pour qu'on homogénéise les définitions de l'infarctus du myocarde, en particulier dans les études. Dans les études, quand on teste un médicament en angioplastie ou sans angioplastie, on veut savoir s'il y a une élévation des enzymes plus fréquente dans un milieu que dans d'autres, sauf qu'on mélangeait tout. On mélangeait le infarctus numéro 1, qui est l'authentique infarctus, et les infarctus post-angioplastie, 4 et B, ou post-pontage coronaire 5. Et puis le type 3, c'est le patient qui est coronarien ou pas, qui fait une mort subite. On n'a pas le temps de faire la prise de sang, donc on n'a pas le marqueur biologique, mais on a des éléments en faveur d'une mort subite d'origine coronarienne. Donc, grosso modo, pour être simple, le type 5, on s'en fiche aujourd'hui. Les types 4, on s'en fiche aujourd'hui. Les types 3, on s'en fiche aujourd'hui. Ceux auxquels vous êtes confrontés, clairement, c'est le type 1 et 2. Alors, si ça marche, j'aimerais bien vous montrer ce truc-là, qui, à mon avis, mériterait un Oscar. C'est la forme classique de l'infarctus du myocarde. Vous voyez une plaque d'athérome en jaune. Alors, je ne veux pas être très pessimiste, mais la moitié des gens vont mourir de ça. Donc, vous pouvez regarder de quoi vous allez mourir le plus tard possible, j'espère pour vous. Vous avez vu qu'il y a une fissuration de la plaque. La plaque s'est rompue et c'est ensuite que le thrombus arrive. Là, c'est un syndrome coronarien aigu ST-, le sang continue à passer et puis le thrombus va encore progresser. Il va finir par boucher complètement l'artère coronaire. Deux remarques. Pour faire une thrombose coronaire aiguë, il faut de l'athérothrombose. Et parfois, la thrombose est bien plus importante que la participation athéromateuse. La plaque que vous voyez en jaune qui paraît importante, elle peut n'être que très petite. Je vous montrerai tout à l'heure. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait une rupture de plaque. Il y a des gens qui auront les artères coronaires bouchées de partout ou sténosées de partout qui ne feront jamais d'infarctus du myocarde.
Pour avoir de la chance dans la vie, il ne faut pas en avoir. Syndrome coronaire aigu avec rupture de plaque et lésion coupable facilement visible à la coronarographie, c'est ce pourquoi nous sommes d'astreinte 365 jours par an, week-end compris, comme les réanimateurs, mais pour d'autres raisons. Vous connaissez bien ça. Là, quand on fait la coronarographie, on retrouve des sténoses qui clairement sont les lésions coupables qu'on va traiter par angioplastie, autant faire se peut. La question qui est posée aujourd'hui, c'est un syndrome coronaire aigu qui n'en est pas un. Alors qu'est-ce que c'est? Il peut y avoir plusieurs quantités. Globalement, c'est une situation qui ressemble à un syndrome coronaire aigu, avec des enzymes qui évoquent un syndrome coronaire aigu, mais quand vous allez faire la coronarographie, quand on va faire la coronarographie, on ne retrouve pas la sténose coronaire à laquelle on s'attendait. On peut appeler ça les syndromes coronaires aigus à coronaire saine ou sans lésion coronaire majeure. Ça, c'est une entité qui nous embête beaucoup. C'est le patient qui arrive avec un tableau typique, on mettra la main à couper que c'est un syndrome coronarien aigu, ST- ou ST+, on s'en fiche. On fait la coronarographie, les artères coronariennes ne sont pas tout à fait normales. On voit des plaques comme celle-ci qui sont évaluées à 30, 40%, 50%, mais qui ne sont même pas irrégulières. On n'arrive pas à regarder et à voir la rupture de plaque à l'intérieur. Il ne faut pas considérer que ce ne sont pas des coronariens parce que l'artère n'est pas bouchée. Ce sont probablement d'authentiques coronariens, mais on est arrivé un petit peu tard, parfois c'est quelques heures. Parfois le thrombus qui bouchait l'artère complètement s'est lisé, et on arrive sur des lésions secondaires qui paraissent pas très serrées. Qu'est-ce qui nous a fait comprendre que l'infarctus du myocarde était une thrombose coronaire et que quand on arrivait tard, on pouvait ne pas voir le caillot? Ce sont des études d'autopsie qui ont eu dans les années 40-70. Figurez-vous que bien que les cardiologues sont des gens très intelligents, vous êtes tous d'accord, monsieur le rappel, on a mis 50 ans pour comprendre que l'infarctus du myocarde c'était une thrombose coronaire. Maintenant tout le monde sait que l'infarctus du myocarde c'est une thrombose coronaire, mais il y a à peine 50 ans, regardez dans les années 70, on faisait des études autopsiques, et quand on s'y prenait un petit peu tard pour faire l'autopsie après un infarctus, les 3 ou 4 premières séries, on avait des thromboses coronaires authentifiées par l'autopsie que dans 21% des cas. Si bien qu'il y a des gens qui maintenaient dans les années 110, l'infarctus du myocarde, ça n'est pas une thrombose coronaire. Vous vous trompez, vous allez voir autre chose. Et ça n'est que quand on a commencé à faire les autopsies sur des plus grandes séries, et en raccourcissant le temps entre le décès et l'autopsie, qu'on a compris que dans pratiquement tous les cas, il y avait un thrombus. Et puis il y a une autre situation que les urgentistes connaissent bien, c'est la thrombolyse de l'infarctus du myocarde. Il y a eu un temps où on thrombolisait les infarctus du myocarde pro-hospitaliers, ça se fait de gros en bois, vous serez d'accord, messieurs. Et ça nous a appris quelque chose, ça. C'est que quand on thrombolise l'infarctus du myocarde, on va faire disparaître, c'est l'objectif, le thrombus qui est rouge, qui est un thrombus frais, qui est sensible à la thrombolyse, mais la plaque d'athérome jaune, vous ne la faites pas disparaître. Donc une fois que le patient a été thrombolisé, on va dire avec succès, quand vous allez faire la coronarographie, vous vous attendriez à voir beaucoup de sténoses angiographiquement décelables. Et bien, on ne voit la plaque coupable qui a été nettoyée que dans 50% des cas. Après un infarctus thrombolisé, quand on faisait les coronarographies, une fois sur deux, on avait du mal à dire c'est celle-là qui a parlé ou c'est celle-là qui a parlé. Pour vous dire que si on s'y prend un petit peu tard, et a fortiori s'il y a des médicaments qui ont fait leur effet détergent, on a du mal à voir la rupture de plaque. Et puis les outils modernes ont aussi aidé à comprendre qu'il peut y avoir d'authentiques syndromes coronariens à coronaire non très pathologiques. C'est les moyens d'imagerie moderne. Alors je ne sais pas si on voit beaucoup. Ici vous avez une plaque d'athérome. On va faire plusieurs points d'imagerie ABCD. A, c'est juste avant la sténose la plus serrée. B, c'est dans la sténose la plus serrée. Ce que vous voyez, c'est du thrombus, mais à aucun moment il n'y a une rupture de plaque. Et en fait, c'est une érosion de plaque. On peut très bien faire un infarctus avec l'intima qui a juste été érodé par un stress mécanique, par une note inflammatoire, sans qu'il y ait une rupture de plaque qu'on a considéré trop longtemps comme le phénomène unique pour faire un infarctus du myocarde. Et si vous refaites l'imagerie coronaire à ce patient quelques jours après une thérapie antithrombotique bien menée, vous ne voyez strictement plus rien, et en particulier pas de rupture de plaque. Et ces érosions, c'est jusqu'à 25% des syndromes coronariens aigus authentiques, ST- ou ST+. Et ça, c'est l'imagerie moderne qui nous l'a appris. Donc en fait, les syndromes coronariens aigus qui en sont, pas qui n'en sont pas, mais sur lesquels on a une coronarographie qui n'est pas très contributive, c'est soit parce qu'on arrive après la bataille, et vous avez cette image d'anatomie qui vous fait bien comprendre. Je pense que ce qui bouchait l'artère coronaire, puisque si le patient est décédé, c'est que son artère coronaire a été à un moment donné bouchée, c'était le thrombus, mais le thrombus s'est lisé, vous ne le voyez plus. Et vous avez, si vous faites une coronarographie là, une luminographie, vous voyez que tout ce qui est en blanc va être rempli par le produit de contraste, hein, quand on fait la coronarographie ici. Eh bien ça, vous allez considérer qu'il y a certainement une sténose, mais pas une plaque rompue qui a entraîné l'infarctus du myocarde. Et puis, dans 25% des cas, on a une simple érosion de plaque, et là, ce qu'on verra à la coronarographie, si on arrive tôt, c'est le thrombus, mais pas le primum ovale. Ce qui vous intéresse beaucoup, ce qui vous intéresse surtout avec les réanimateurs, les post-opératoires, c'est l'infarctus du myocarde de type 2. Dans cette situation, ce n'est pas une rupture de plaque,
Il y a simplement un déséquilibre entre les besoins et les apports en oxygène du myocarde. Comme n'importe quel muscle squelettique, si vous demandez plus, vous allez vous mettre en ischémie, vous allez avoir mal au quadriceps si vous faites beaucoup de vélo. Pour le muscle myocardique, c'est la même chose. En fait, il y a 3 mécanismes ou 3 situations un petit peu différentes. Ça peut être un spasme ou une dysfonction endothéliale. Alors le spasme, c'est typiquement certains médicaments. Vous savez, c'est un contexte particulier, c'est le Prince Metal. Et ça peut être aussi une jeune femme qui a pris un médicament vasoconstricteur. Elle va faire quelque chose qui ressemble à un syndrome coronarien, mais à l'évidence, elle a 17 ou 18 ans, ça ne peut pas être une rupture de plaque. Il y a cette situation, on commence par la dernière, où l'exemple le plus évident, c'est justement le triathlète ou le cycliste de haut niveau, qui n'est pas coronarien, mais il va augmenter un petit peu sa troponine parce qu'il a demandé plus que ce que les coronaires et son myocarde pouvaient donner dans l'effort physique majeur. Ça arrive aussi quand vous perfusez des vasoconstricteurs à forte dose, vous vasoconstrictez avec une tachycardie, de la fièvre, un choc septique, et on est dans cette situation-là. Et puis la situation qui vous embête le plus, c'est le patient qui est à risque d'athérome, qui va à une chirurgie lourde, chirurgie aortique, chirurgie de pontage, périphérique j'entends. C'est un monsieur de 70 ans qui va faire une douleur dans la poitrine, il va faire un petit peu d'élévation d'enzyme myocardique, mais il n'a pas de rupture de plaque. Il est dans la condition d'un patient qui fait un angor instable, donc pas un syndrome coronarien aigu, parce que vous l'avez mis dans une situation où il peut exprimer son angor instable, il est anémique, il est stressé, il a mal, il a de la fièvre, et il a été stressé physiologiquement par un chirurgien. Donc c'est là où il faut un petit peu de bon sens, j'allais dire, et de recul sur les choses. Il ne faut pas systématiquement mettre en œuvre la thérapie pour laquelle vous avez des guidelines, des consensus. 2 exemples. Le premier, c'est la jeune fille de 19 ans qui est tachycarde, qui a pris une drogue vasoconstrictrice. Ça peut être de l'épinéphrine, mais ça peut être aussi une vraie drogue. Hein. La cocaïne, ça fait spasmer les coronaires. Elle a une douleur précordiale, elle fait une troponine à 0. Si on regarde les critères, on dirait que c'est un syndrome coronarien aigu. Sur quelle évidence, elle a 17 ans. Ça ne peut pas être un syndrome coronarien aigu. On peut bien sûr avoir des raretés, mais dans la majorité des cas, il n'y aura pas de rupture de plaque. C'est soit une vasoconstriction, soit une demande qui est plus importante que ce que les apports ne peuvent couvrir. Dans le même type 2 d'infarctus du myocarde, il y a le monsieur de 79-80 ans qui a des facteurs de risque, qui vient d'être opéré d'une aorte, mais qui a 7 grammes d'hémoglobine, qui est tachycarde, qui est stressé, qui a mal. Lui, il va faire le même type de troponine. Ça n'est toujours pas une rupture de plaque, mais il a une ischémie myocardique parce qu'en sus de la lésion coronaire qui est parfaitement stable, qui aurait duré encore 30 ans si on n'avait pas embêté, il a moins de sang, moins d'oxygène, et donc une ischémie myocardique qui se révèle. Et ces deux-là, probablement, l'urgentiste ne doit pas les prendre en charge de la même façon que le vrai type 1. Je m'explique celui-là, vous avez le droit de réfléchir et dire, finalement, elle a 17 ans, certes elle fait de la troponine, certes elle a une douleur dans la poitrine, mais je ne vais certainement pas balancer, passez-moi l'expression, la sauce, la bithérapie et l'HBPM. On va peut-être attendre, et peut-être que le traitement, ça sera d'attendre que le traitement vasoconstricteur qu'elle a pu prendre arrête son effet. Chez le patient de 119 ans qui est en post-opératoire aussi, c'est un souci qu'on a très souvent avec les chirurgiens, avec les anesthésistes, avec les néphrologues en post-greffe. Est-ce qu'il faut traiter de façon agressive ces patients alors qu'il y a un risque hémorragique clair? Probablement pas. Et peut-être qu'en remontant l'hémoglobine, quand les bêta-glucans, s'ils sont rapides, peut-être avec un petit peu d'aspirine certes, mais pas la grosse sauce qui va faire risquer un risque hémorragique, on s'en sort très bien. Rappelez-vous, le concept de l'infarctus du myocarde, c'est la troponine, mais la troponine toute seule n'est pas à considérer comme un infarctus du myocarde dans tous les cas. Et puis, il y a la troisième ou la quatrième situation, c'est le patient qui se présente comme un syndrome coronarien. Vous pourriez mettre la main droite et dire, je le jure, c'est un syndrome coronarien, sauf que quand vous allez faire la coronarographie, les coronaires sont parfaitement saines. Elles ne sont pas comme tout à l'heure un peu malades, mais sans la lésion coupable visible, elles sont parfaitement saines. Là, clairement, vous vous trompez de situation, en tout cas, le diagnostic initial doit être revu. Et il y a 2 ou 3 situations que vous connaissez. La première, c'est la forme pseudo-infarctoïde de la myocardite, on va aller vite. La myocardite, vous savez ce que c'est une infection souvent virale du myocarde. Ça peut se présenter comme une véritable douleur aiguë. Le malade, il vous dit, je n'avais pas mal à 14h, à 14h02, en faisant un effort, j'ai eu mal dans la poitrine. Il met la main sur le plat de la poitrine, c'est le talon typique. Il peut y avoir ce type de décalage sur lequel tout le monde jurerait que c'est un ST+. On ne retrouve pas souvent l'angine préalable ou la rhinopharyngite. Bien sûr, si on fait la biopsie, on va trouver l'inflammation, mais en fait, on ne peut être sûr de la myocardite que quand on a fait la coronarographie, dans la mesure où le patient est dans une unité de soins intensifs. C'est aussi, si on a la chance d'avoir l'IRM rapidement disponible, le grand terrain de l'IRM qui va montrer
un rehaussement sous-épicardique qui est très évocateur de la myocardite. C'est pas un piège parce qu'en fait on ne peut pas faire autrement. Le patient peut se présenter comme un authentique infarctus du myocarde avec des signes électriques, hein, je vous remontre là. Qui ne dirait pas que ça c'est une onde de Paris? Et pourtant je vous assure que c'est une myocardique, ce n'est pas un faux montage. Est-ce que ça change la prise en charge par l'urgentiste? Ça peut changer parce que la myocardite arrive souvent chez des gens très jeunes aussi, 18, 19, 20 ans. Si ça arrive chez quelqu'un de jeune qui vous a dit j'ai une grosse angine, j'ai eu 39 de fièvre, on peut peut-être temporiser un petit peu avant là aussi de mettre en route des thérapies pour lesquelles il y a un risque. Le Takotsubo, tout le monde a entendu parler du Takotsubo, cette cardiopathie, ce sont des Japonais qui ont mis une étiquette sur cette pathologie en fait qu'on connaissait depuis longtemps, puisqu'on avait très souvent dans les isoziques des patients qui faisaient quelque chose qui ressemblait à un syndrome coronarien, avec parfois une grosse poussée d'un sens cardiaque, et puis quand on allait voir les coronaires, elles étaient normales. Ces patients avaient une dysfonction ventriculaire gauche, et puis 7 jours après, ils récupéraient, on ne comprenait pas ce qui se passait. On appelait ça la cardiopathie de stress. En fait, les Japonais ont un peu étayé les diagnostics et cadré la situation. Ça arrive souvent après un traumatisme émotionnel, ou physique aussi, mais surtout émotionnel, et pas seulement des mauvaises nouvelles. On peut gagner au loto et faire un Takotsubo, c'est bizarre, mais c'est comme ça. On peut être en retard quand on arrive à Monaco et faire un Takotsubo, je m'étonne que vous n'en ayez pas plus d'ailleurs. Hein. Et alors, la physiopathologie, vous le savez probablement, c'est une sécrétion majeure de catécholamine endogène, ce n'est pas une perfusion de glutamine, c'est de catécholamine endogène, sur un myocarde où il y a certainement des récepteurs qui sont prédisposés. Il y a un terrain particulier, c'est souvent une femme, avec un contexte, on va dire, neurologique, de dépression. Et il y a certainement quelque chose à faire là. On est en train de regarder dans la littérature mondiale ce qui se passe. On n'a pas encore trouvé. Pourquoi Takotsubo? Parce qu'avec beaucoup d'imagination, ça peut ressembler effectivement au piège à poulpe que les pêcheurs japonais utilisent. Vous voyez la forme du ventricule gauche en angiographie, avec la base du cœur qui s'est hyper contractée, qui correspond au collet du piège à poulpe, et la ballonisation antérieure. L'image angiographique est très, très, très évocatrice, voire très caractéristique. Mais dans les définitions du Takotsubo, définitions qui ont été établies par la Mayo Clinic, on vous impose d'éliminer la coronaropathie. Donc là aussi, le meilleur des cardiologues ne pourra pas vous assurer à 100% que devant un tableau clinique avec l'électrocardiogramme, les enzymes et même l'échocardiographie, il s'agit d'un Takotsubo. Il faut impérativement passer, vérifier les coronaires et s'assurer que les coronaires sont normales. Sur le plan de l'électrocardiogramme, on peut tout voir. Je pose la question, quel est l'électrocardiogramme qui est le plus évocateur de Takotsubo? Vous voyez, messieurs, j'aimerais bien voir votre réponse. Regardez, on va essayer de les regarder ensemble. Le premier, il y a un sud-décalage plutôt concave en V1, V2, V3. Ici, vous avez un sud-décalage un petit peu concave, hein, mais chez un patient qui a mal dans la poitrine, ça peut tout à fait être un début d'infarctus. Ça peut ressembler aussi à un péricarde. Il y a un petit sud-décalage persistant en V4, une OT négative en V5. Le second, vous avez un sud-décalage qui est franchement plus ressemblant à un infarctus du myocarde, avec une enquête qui est déjà établie. Ce décalage, vous l'avez aussi dans un territoire qui est D2, D3, VF. Et puis dans le troisième, vous avez quelque chose qui, à mon avis, est un syndrome coronarien aigu avec une menace sur l'IVA, voire une thrombose sur l'IVA. Lequel est le plus évocateur du Takotsubo? Vous êtes confiant, monsieur? C'est un piège, vous imaginez. Pas un piège à poulpe, pas un piège à courant plus, hein. Mais c'est un piège, c'est la même malade avec une évolution relativement rapide de son électrocardiogramme. C'est pour vous dire que dans le Takotsubo, on peut avoir tout et n'importe quoi. C'est la même patiente, vous voyez, âge 0, 20 heures après et quelques 48 heures après. Et regardez le dernier, bien fort, celui qui va dire ça c'est un Takotsubo et c'est pas une merde de l'hiver. Puis on peut avoir des électrocardiogrammes qui font peur avec des QT très longs, des ontés géantes négatives qui peuvent faire penser à n'importe quoi, mais en première intention, il faut éliminer une ischémie myocardique. Puis regardez le fameux syndrome de Wellen. Le syndrome de Wellen, c'est l'aspect électrocardiographique typique d'une menace sur l'IVA. Ce qu'on appelle menace sur l'IVA, c'est que l'électrocardiogramme vous dit qu'il y a une sténose serrée sur l'interventriculaire antérieur avec cet aspect bifide de l'anté ici et un petit sous-décalage initial. Ça, quand vous voyez ça chez un patient qui a mal dans la poitrine, c'est la première cause, monsieur, je suis d'accord, c'est l'infarctus du myocarde. Et bien ça n'est pas un syndrome de Wellen, c'est un Takotsubo. Pour vous dire que le Takotsubo peut mimer n'importe quoi. Alors vous me direz, mais dans le Takotsubo, il y a beaucoup de circonstances qui sont très évocatrices, et donc quand on a la circonstance, on est sûr que c'est un Takotsubo. La circonstance la plus typique, c'est le décès d'un proche. Les femmes qui font un Takotsubo, je dis les femmes parce que dans 90% des cas sont des femmes, ce sont des patients qui viennent nous voir et quand on les interroge, 2, 3 ou 4 jours ou une semaine avant, elles ont perdu un proche. Et ça, c'est évocateur.
Donc c'est la première des étiologies qui est listée sur les facteurs déclenchants du Takotsubo, sauf que quand vous regardez la littérature, le décès d'un proche multiplie par 4 ou 5 le risque d'infarctus du myocarde dans les jours suivants. Donc vous avez plus de chances de faire un infarctus du myocarde quand vous perdez un proche que de faire un Takotsubo. Donc ce qui est a priori très évocateur ne l'est pas forcément. Et puis rappelez-vous, on est en Allemagne avec des Allemands, des gens qui sont assez rigoureux et sobres, et les montées en rouge, c'est les pics d'incidence d'infarctus du myocarde de la population allemande lors des matchs de la Bundesliga, lors des matchs de l'équipe allemande pendant la Coupe du Monde. Ce ne sont pas des Takotsubo qu'ils ont fait, ce sont d'authentiques infarctus du myocarde. Donc le stress mental, le fait de regarder un match de foot quand on est footeux et qu'on stresse devant le résultat, ça entraîne plus d'infarctus du myocarde que le Takotsubo. Donc ça n'est pas aussi facile de ça, de penser que le contexte va s'y prêter. Le Takotsubo, c'est quand même 2% des urgences coronariennes, donc c'est des choses qu'on voit souvent. On a dans l'équipe publié une série de 140 cas qu'on a eu en quelques années. On a fait relativement vite pour colléger ces cas. Et rappelez-vous que l'absence de lésion coronale est obligatoire, et donc il faut qu'on passe par la coronarographie. Là aussi, comme dans la myocardite, l'IRM va être d'un grand secours. Elle va montrer un œdème. Le Takotsubo, ce n'est pas un infarctus du myocarde qui monte beaucoup ses enzymes. Dans le Takotsubo, les enzymes myocardiques et troponines ne montent pas beaucoup. Le BNP monte beaucoup, mais la troponine ne monte pas beaucoup. Et d'ailleurs, ce critère pourrait servir, avec d'autres critères, pour établir un score de probabilité diagnostique. Il y a de l'œdème, on le voit bien ici, hein, et puis il y a un rehaussement tardif. Ici, c'est la paroi latérale du ventricule gauche et le septum. Donc le Takotsubo, c'est une forme de centre coronarien aigu à coronaire saine, mais vous ne pouvez pas, au niveau des urgences, le diagnostiquer, en tout cas en être certain. Vous pouvez le suspecter, ça sera déjà très fort de votre part. Après le piège à poulpe, il y a le piège à... On a pas de bon, on va dire couillon, alors le piège à couillon. Le piège à couillon, c'est... Alors ça, c'est un dossier authentique, hein, on en voit une fois par an. C'est le patient qui a un étau précordial. Il vient vous voir parce qu'il a une espèce de gêne dans la poitrine qui persiste. Vous faites la troponine, il a 0,25. Il a cet électrocardiogramme-là. Alors, ce qui est le plus marquant, c'est les ondes négatives en antérieur, hein, en V2, V3, pour aller vite. Et comme on va toujours vite aux urgences, il a mal dans la poitrine, il a un tropo, bien sûr, on passe à la coro. La coro est strictement normale. Et puis, finalement, on revient voir le malade. On se rappelle qu'il y a une maladie qui s'appelle l'embolie pulmonaire, qui peut faire monter la troponine et qui donne des ondes négatives en antérieur. Et puis, quand on voit le patient, tout ça, c'est du vécu, encore une fois. Hein. On s'aperçoit qu'il y avait aussi quelques hormones qui prenaient pour un cancer de la prostate, une chirurgie du genou il y a un mois, et une radio qui n'avait pas été vue. Ce n'est pas la mode de regarder les radios qu'on fait, hein, où il y avait marqué « Docteur, regardez, j'ai un infarctus pulmonaire, j'ai une embolie pulmonaire ». C'est marqué sur la radio. Et quand on regarde l'électrocardiogramme de plus près, il y avait certes les ondes négatives qui sont un marqueur de gravité de l'embolie pulmonaire. On a publié ça dans le chest il y a quelques années. Mais il y avait aussi en D1 un axe droit, une tachycardie, un petit bloc de branche. C'est rare dans ce rhum coronarien. Les patients angineux que vous mettez dans un lit, ils sont rarement tachycardes, ou alors c'est qu'ils sont en IVG. Lui est tachycarde au repos, il a un bloc de branche droit incomplet, il a un axe droit, et bien sûr, on y fait ce qu'il faut, et on trouve la maladie thromboembolique qui peut mimer effectivement l'embolie pulmonaire. Mais j'ai envie de dire, autant le Takotsubo, c'est un piège à poulpe, mais la coro est obligatoire, vous ne pouvez pas l'évoquer tout de suite, autant l'embolie pulmonaire, faites attention quand même, pensez-y, parce qu'une fois que vous avez fait la coro, on ne peut pas faire le scan tout de suite, il faut attendre 24, 48 heures, alors vous me direz, on peut mettre en route le traitement, mais c'est toujours embêtant de dire au patient, on vous a d'abord fait une coro, et après on fait un scan. Pour résumer, suspicion syndrome coronarien de type 1 avec la rupture de plaque. La situation de gauche, vous avez la plaque qui a été retrouvée, on est dans ce qu'on fait dans 90% des cas, la maladie est connue, on sait la traiter, en tout cas on essaye au maximum. Et quand vous ne trouvez pas lésion coupable, il y a deux situations différentes. Les coronaires ne sont pas tout à fait saines, auquel cas, nous, cardiologues, nous avons appris à penser que ces patients-là sont d'authentiques coronaropathie, avec des ruptures de plaques, et on arrive un petit peu tard, où la plaque non plus n'est pas aussi importante que la coronarographie nous permet de le voir. On traite ces patients-là comme syndrome coronarien aigu, parce que leur pronostic à moyen ou à long terme n'est pas très différent du même malade qui a fait une rupture de plaque que vous voyez à la coronarographie. Et puis vous avez le type 1 chez lequel vous ne voyez pas lésion coupable du tout. Là, clairement, il faut s'orienter sur autre chose. Ça peut être un spasme, ça peut être un pont myocardique, ça peut être une embolie, mais clairement, quand on va chercher autre chose, on trouve. Et ce qu'on trouve surtout, c'est du Takotsubo, de la myocardite, de l'embolie pulmonaire, du dissection aortique, il peut y avoir d'autres pathologies. Donc j'ai envie de vous dire, restons réveillés devant le patient et pensons à toutes
toutes ces étiologies avant de faire du systématique, du prêt-à-porter pour tout le monde. Dans les types 2, c'est la situation qui prime, c'est la situation qui a créé la souffrance myocardique. Ce n'est pas un centre coronarien qui vient vous voir debout, c'est un patient qui était opéré en post-op, qui était anémique. Et là, soit vous avez une situation claire comme le spasme chez une jeune femme, ou comme un patient qui spasme sous 5FU avec une chimiothérapie, hein, et là ça sort du cas du centre coronarien aigu, on n'a pas d'antithrombotique à risque à mettre en route, ou alors vous avez des coronaires qui ne sont pas normales, et là il faut adapter la situation, mais on ne va certainement pas mettre une bithérapie avec une HBPM à un patient qui est en post-opératoire, qui est encore en drain, sous prétexte qu'il a fait une petite montée de la troponine. En résumé, toute élévation de la troponine n'est pas un syndrome coronarien qu'il faudra traiter de facto avec des antithrombotiques. J'insiste, hein, parce qu'on a de plus en plus de coups de fil par les urgences, mais par d'autres services. J'ai un patient qui a une troponine, qu'est-ce qu'il faut en faire? Et avec la troponine ultrasensible dont vous avez beaucoup parlé, qu'on ne me dise pas que ces situations ne vont pas augmenter, elles vont clairement augmenter. On aura beaucoup plus de patients avec des troponines ultrasensibles positives. Il faudra savoir ce qu'on en fait derrière. La disparition du thrombus peut rendre difficile la visualisation de la plaque viscérée coupable. C'était vrai quand on a compris que la coronaropathie c'était un thrombus, c'est encore vrai quand les patients sont traités par des médicaments efficaces. Dans des circonstances souvent assez évidentes, un déséquilibre en apport-demande peut entraîner une ischémie myocardique sans rupture de plaque à traiter avec raison. On n'a pas forcément à traiter ces patients-là avec des drogues aussi agressives que chez un patient qui fait une rupture de plaque. Et puis je voulais vous parler de l'étude ACOS dont Gilles Montalesco était venu rapporter dans un brillant exposé, comme toujours, les résultats. Rappelez-vous que l'ACOS, l'étude du prasugrel en préhospitalier, on était tous sûrs, j'étais sûr comme moi, que ça allait marcher. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que dans les syndromes coronariens aigus, il y avait 20 à 25% de patients qui n'étaient pas des coronariens, qui étaient des Takotsubo, des myocardites, des embolies pulmonaires, des péricardes. Et donc c'est une situation qui est très embêtante et qui peut gérer des catastrophes, qui peut engendrer des catastrophes. Merci pour votre attention. De cette invitation sur un sujet qui peut paraître un peu technique, que je vais essayer de simplifier et aussi de faire passer quelques messages sur des réflexions autour de l'usage des troponines, qui renvoient d'ailleurs à ce que nous a, enfin, à quelques éléments sinon de polémique, du moins d'interrogation de Christophe Ferrat. Donc, voici mes relations avec l'industrie. Alors, quand on se pose la question de l'équivalence des troponines, ben, on regarde d'abord à l'intérieur du myocyte. Et là, on voit que troponine I, troponine T se retrouvent au sein de l'appareil contractile. Elles ont un rôle différent, ce sont des molécules différentes, mais elles existent aussi au sein du cytoplasme cellulaire. Quand la cellule les libère dans la circulation, le secteur interstitiel, puis la circulation, elle le fait sous forme de troponine I, mais surtout sous forme de fragments et de complexes. On le voit très bien dans les études qui concernent les cultures cellulaires de myocarde. Vous avez ici donc, les cultures de cellules et qui est soumise à une inhibition métabolique. Un truc très particulier qui fait qu'elles ne vont commencer à réellement mourir qu'à partir de la 12e heure. Et on voit très très bien qu'il ne se passe rien jusqu'à la 12e heure. Et à partir du moment où elles meurent vraiment, on voit apparaître aussi bien la troponine I que la troponine T. Et l'autre élément qui nous intéresse beaucoup, c'est que quand on fait une analyse des fragments qui sortent, eh bien, on revoit que la troponine I a des fragments qui sont globalement plus petits que ceux de la troponine T. Ça va avoir, entre autres, une conséquence sur l'élimination de ces troponines. La troponine T est moins facilement éliminée par le rein que ne va l'être la troponine. Ça explique ce que l'on retrouve ici, que chez 20 000 patients chez qui on a dosé la troponine dans une population hospitalière, donc une population qui n'est pas normale, on a des concentrations de troponine T qui augmentent avec la diminution, la dégradation de la fonction rénale. Alors, est-ce que c'est un problème? Ça peut poser quelques difficultés chez l'insuffisance rénale pour le diagnostic de syndrome coronarien aigu, et qu'il s'agisse de l'exclusion ou du rouline. En revanche, ça a entre autres un avantage qui est que la troponine T est, notamment chez l'insuffisance rénale, un excellent marqueur pronostic sur
survie ou de décès sur le long terme, meilleurs que ne le sont les troponymes. Une autre particularité des troponymes T par rapport aux troponymes, quand on aborde le sujet de leur équivalence, et c'est cette particularité très spécifique et extrêmement limitée en termes de conséquences cliniques, mais par ailleurs très intéressante, qui est que dans des régénérescences musculaires très intenses, il y aura une réexpression de la troponine cardiaque parce que celle-ci est exprimée dans le cœur du fœtus, disparaît ensuite à l'âge adulte pour n'être plus que, dans le muscle du fœtus, disparaît à l'âge adulte pour n'être plus présente que dans le cœur. Et quand on a des régénérescences musculaires intenses, comme vous le voyez ici dans cette liste de myopathie, on a une réexpression de la troponine. Alors ça peut être très utile, par exemple sur les myopathies des hypothyroïdies ou même aux statines, on peut suivre l'évolution de la myopathie en suivant la troponine, même s'il est plus simple de les suivre avec les CPK. Néanmoins, ça n'a pas de conséquences pratiques, parce que ce sont des situations assez exceptionnelles, même si elles sont très intéressantes. Et lorsque l'on utilise les troponines de haute sensibilité, qu'elle soit la I, que ce soit la T, pour essayer de sensibiliser un test d'effort avec comme référence la scintigraphie myocardique. C'est là-dessus qu'on dira que le patient est ou pas ischémique. On obtient ceci. On voit que chez les patients ischémiques, en rouge, ischémiques d'après la scintigraphie myocardique, il y a au cours de l'effort une augmentation de troponine, qu'elle soit I ou qu'elle soit T. En revanche, en bleu, les patients qui ne sont pas ischémiques n'ont pas d'augmentation de troponine. Donc là, ces spécificités des troponines I ou des troponines T par rapport les unes par rapport aux autres n'ont pas réellement de conséquences dans la pratique. On peut les considérer de fait comme globalement équivalentes. Là où on rencontre réellement des différences, et c'est des différences que je vais essayer de m'efforcer de vous montrer qu'elles sont en fait artificielles, c'est lorsqu'on s'intéresse au syndrome coronarien aigu. Et les différences, elles vont tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Au bout du compte, elles s'annulent. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Vous savez que quand on exploite un marqueur, et tout particulièrement donc les troponines, il y a deux types de seuils. Il y a les seuils analytiques et puis les seuils cliniques, le 99e percentile. Les seuils analytiques que l'on utilise avec les troponines, c'est la limite of Blanc. La limite of Blanc, c'est un seuil extrêmement bas qui correspond à le signal que rend l'automate pour le test sur des prélèvements qui n'ont pas de troponine. Il rendra un signal et c'est la limite of Blanc. La limite of detection, c'est une limite qui correspond au plus petit, la plus faible concentration que l'automate est à même de rendre en le distinguant nettement de la limite of Blanc. Cette unité de détection, elle est utilisée. Elle est utilisée pour l'exclusion en clinique. Enfin, on a d'autres types de seuils, donc la limite de quantification qui renvoie au fameux CV à 10%, coefficient de variation à 10%. Et puis, on a les 99e percentiles qui sont recommandés dans la définition de l'infarctus comme seuil à utiliser en clinique. En fait, ce 99e percentile est une source majeure de problèmes pour nous au quotidien. 99e percentile, on prend une population que l'on considère comme normale, ici 200 patients, et on prend la valeur de troponine maximale qui correspond à le 99e, ou ici le 99e patient sur 100. Voilà, c'est cette valeur-là qui définit le 99e percentile. Mais il vous apparaît tout de suite évident que qu'est-ce que c'est qu'une population normale? Et là, on rencontre les difficultés. Les 99e percentiles, dans les tests dont on dispose, ils ont une large dispersion en fonction du test. Et ce n'est pas surprenant. Ce que l'on sait déjà depuis très longtemps, c'est que le 99e percentile, qui est dépendant de la population, mais les populations, elles sont très différentes.
Et on sait que les troponymes I, comme les troponymes T, elles voient leur concentration dans une population dite normale qui évolue avec l'âge et avec le sexe. Un homme aura des concentrations beaucoup plus élevées qu'une femme, et une femme âgée aura des concentrations beaucoup plus élevées qu'une femme jeune. Alors, ça a des conséquences très faciles à mettre en évidence. Quand on dose dans une population dite normale le 99e percentile chez les hommes, eh bien, ils sont au double de celui d'une femme. Et quand on regarde en fonction de l'âge, eh on voit que si on inclut la population jusqu'à 95 ans, le 99e percentile sera 2 fois plus élevé que si on se limite à une population de personnes de moins de 55 ans. Et c'est vrai pour la troponymie comme pour la troponymie. Et quand cette population, on essaye de l'apurer, de la rendre la plus saine possible, dans la population nous tous, qui nous qualifions de sains, on va avoir un 99e percentile qui va être à 32 nanogrammes par litre, ici pour la troponymie. C'est un exemple. Quand on reprend l'interrogatoire et qu'on screen, qu'on limite, on exclut des patients, des personnes en fonction de facteurs de risque, de choses comme ça, vous voyez qu'on diminue. Quand on diminue le 99e percentile, quand on introduit la mesure biologique de la fonction rénale et qu'on s'attache à avoir une fonction rénale normale, on le diminue encore. On rajoute le BNP, l'échocardiographie, il diminue encore. Au bout du compte, quand on applique l'ensemble de ces critères pour avoir une population que l'on essaye d'avoir la plus normale possible, on réduit le 99e percentile de moitié. Et on réduit d'ailleurs la population de moitié. Alors, est-ce que ça a une importance? La réponse est oui, ça a une importance majeure. Parce que quand on utilise nos troponymes au quotidien, on les utilise implicitement sur des bases de sensibilité et de spécificité. Or, le rapport entre la sensibilité et la spécificité évolue en sens inverse avec l'augmentation des concentrations de troponymes. Quand on est avec des seuils, avec des concentrations, avec un seuil pour une concentration élevée, eh bien, on aura une bonne spécificité, mais une mauvaise sensibilité. On aura beaucoup de faux négatifs et peu de faux positifs. À l'inverse, quand on a des seuils très faibles, comme par exemple la limite de détection, on va privilégier la sensibilité et aux dépens de la spécificité. Mais derrière sensibilité et spécificité, on a quoi? Eh bien, on a notre application pratique, c'est-à-dire les rapports de vraisemblance, valeurs prédictives positives et valeurs prédictives négatives, et on a les likelihood ratios. À partir de là, on comprend que notre problème dans l'utilisation des troponymes, c'est un problème de seuil. Une illustration, c'est cette étude célèbre, qui n'a pas été conçue pour servir d'illustration, mais on le voit très bien. Ça, c'est la capacité, c'est la valeur prédictive négative, c'est-à-dire que face à un prélèvement négatif, quelle est la probabilité que le patient ne se soit pas malade? Eh bien, quand on a des seuils très faibles, ici, on observe une valeur prédictive négative très très élevée. Et la valeur prédictive négative, elle s'effondre au fur et à mesure que l'on augmente la valeur du seuil. Quand vous choisissez un seuil avec votre biochimiste, ou quand l'industriel vous fournit un seuil, il vous impose une situation au sein d'une courbe de ce type. Alors, les guidelines l'ont parfaitement compris. Et elles insistent là-dessus. Ce tableau qui est célèbre, qu'on présente dans tous les sens, en fait, ce qu'il vous dit, c'est qu'il ne faut pas utiliser le même seuil pour le roll-out, pour l'exclusion de l'infarctus du myocarde, qu'on ait une troponymie ou une troponymité. Il faut utiliser les seuils très faibles, ceux de la limite de détection. Et quand on est dans la logique du rule-in, d'inclure un patient, d'affirmer que c'est un infarctus du myocarde, il faut utiliser des seuils beaucoup plus élevés, qui sont ceux des anciennes troponymes, des troponymes historiques. Celles des troponymes d'il y a plusieurs années, les troponymes traditionnels que l'on retrouve ici. C'est ce qu'on fait, les recommandations. Et entre les deux, il faut vraisemblablement utiliser des outils plus sophistiqués comme les cinétiques, mais qui sont encore relativement mal vus. Alors, une fois qu'on a bien compris ça, et qu'on réaborde les travaux qui comparent les troponymes I, les troponymes T, et inversement, on voit des trucs comme ça. Vous voyez, ici, on a la courbe rouge, je crois que c'est la troponymie T, dans cette étude, voilà, là en bleu, une troponymie I,
il y a une différence d'air sur la courbe en termes de capacité à faire le diagnostic d'infarctus du myocarde. Mais c'est le plus souvent, pratiquement toujours, des problèmes d'analyse. On regarde ensuite les sensibilités et spécificités, on voit que la troponinité ici a une spécificité qui est bien inférieure à la troponine. Et ce qui choque, et vous souvenez-vous du schéma, c'est que la troponinie a une spécificité qui paraît vraiment très élevée par rapport à son niveau de sensibilité. Pourquoi? En fait, on le retrouve ici dans la méthode, et c'est très classique, c'est parce que le diagnostic d'infarctus du myocarde, dans l'étude, le gold standard, il repose nécessairement sur des troponines. Et en fait, ils ont utilisé une troponine I, simplement pas au même moment horaire, ils l'ont utilisé à la 6e heure, mais comme ils ont utilisé une troponine I de la même famille, eh bien, ça a augmenté artificiellement la spécificité de la troponine I qui était étudiée. Un artifice. On le retrouve aussi ici de façon très intéressante. C'est la ligne du bas qui intrigue. Vous voyez que ce soit une troponinité, une troponinie, on a une sensibilité et une spécificité qui sont globalement de la même famille, du même ordre. Puis là, en bas, stupeur. On a une sensibilité effondrée pour une spécificité qui est plus anormalement élevée. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, première réaction, ils ont inversé les chiffres. On va dans la méthode. En fait, non, c'est pas ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le seuil. C'est le seuil ici, sur un 99e percentile, sur une population qui n'était pas adaptée et qui aboutit à cela, à cette discordance. Quand on est dans une logique d'exclusion d'un infarctus sans sus-décalage du segment ST, et qu'on utilise les seuils qui sont les limites de détection, dont on a parlé il y a quelques instants, eh bien, on voit que la sensibilité, et partant ce qui en découle, notamment la valeur prédictive négative, est extrêmement faible, extrêmement élevée, une valeur prédictive, avec un risque d'erreur qui est extrêmement faible. Et toutes les troponymes sont équivalentes avec ces seuils analytiques. On voit aussi des choses intéressantes. Quand on compare ici troponinie, troponinité, pour le diagnostic précoce d'infarctus du myocarde, c'est des patients qui ont une prise en charge dans les 3 premières heures, donc très précoce. On voit qu'il y a une différence de capacité diagnostique entre la troponinie et la troponinité. Mais ensuite, quand on rajoute, ce qui est recommandé dans les guidelines, un prélèvement entre 0 et 1 heure, donc un delta, donc un prélèvement à 1 heure, eh bien, les situations s'inversent. Troponinie et troponinité, la troponinité devient plus fiable que la troponine. Globalement, le message, pareil, c'est que ce sont des artifices analytiques pour l'essentiel. Globalement, ces troponymes sont manifestement équivalents et qu'on est avec des choix de seuil, des manipulations de cet ordre qui conduisent à des différences. Très intéressant, le NICE. Alors NICE, vous savez, c'est un peu l'équivalent de notre HAS en plus puissant, au Royaume-Uni, donc en plus puissant et avec une capacité de contrainte nettement plus importante que l'HAS. Donc le NICE régulièrement publie des mises à jour sur les nouvelles technologies et sur le bon usage de ces technologies. Et en l'occurrence, ils ont comparé, ils ont proposé des algorithmes pour la troponymie et pour la troponymité. Et cette étude les applique sur la même population et les compare. Que montre-t-elle? Donc, la première partie de la stratégie, c'est d'utiliser la limite de détection ou la limite of Planck, et à partir de là, d'exclure les patients qui sont en dessous de cette limite très très basse. Avec la troponine I, 30% des patients sont exclus de cette façon, avec seulement 0,2% de faux négatifs, d'infarctus que l'on manque. Tout à fait honnête. Avec la troponine T, on a beaucoup moins de patients, 14,5%, et là encore, pas d'infarctus du myocarde manqué. Donc, c'est très intéressant. Les choses changent quand on approche la deuxième partie. Ces patients qui sont avec une troponine au-delà de cette limite très basse, ils ont un autre prélèvement qui est réalisé 3 heures ou 2 heures plus tard.
Et on considère que l'on peut exclure l'infarctus si on est en dessous du 99e percentile dans cet algorithme-là, ou si on est en dessous du 99e percentile, plus un delta entre les deux prélèvements. C'est notre quotidien. Et regardez, avec l'algorithme troponine I, 80% des patients peuvent être exclus. Impressionnant. Mais 2% de faux négatifs, 2% d'infarctus du myocarde manqué, inacceptable. Avec la troponine T, on n'a que la moitié des patients qui peuvent être exclus et 0,4% de faux négatifs d'infarctus du myocarde manqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais en fait, ce n'est pas une différence entre les marqueurs, c'est une différence de stratégie. Et tout se joue ici, sur le 99e percentile. Le 99e percentile, ici, est beaucoup trop haut. Il suffirait de le baisser, de le ramener à des valeurs plus basses, ou d'appliquer la stratégie qui est proposée ici, de rajouter un delta, pour, avec la troponine, retrouver les mêmes résultats que la troponine T. Voire avec la troponine T, en manipulant les seuils, aller prendre un tout petit peu plus de risques pour exclure plus de patients. Donc, vous voyez que cette notion d'équivalence, de comparaison des marqueurs, ça ne renvoie pas aux marqueurs eux-mêmes, mais bien à la façon dont on les utilise. Enfin, avant-dernière diapositive, avant de conclure cette réflexion, le rapport coût-bénéfice. En termes de rapport coût-bénéfice, eh bien, toutes les troponines de haute sensibilité, par rapport aux troponines traditionnelles, se trouvent dans le cadran sud-est du diagramme, c'est-à-dire que le rapport coût-bénéfice est en faveur de la stratégie étudiée. Et dans le cadre du sujet qui nous intéresse, vous voyez que toutes les troponines se retrouvent dans ce cadran. Donc elles sont de ce point de vue aussi équivalentes. Alors finalement, quand on réfléchit à la question de l'équivalence, eh ben, l'équivalence des troponines, c'est un peu comme les voitures pour emmener les enfants à l'école. En fait, globalement, toutes les voitures, elles sont équivalentes pour ce type de trajet. Les problèmes qu'on va rencontrer, eh ben, on va les rencontrer autour de la voiture pour le trajet. Ce ne sera pas la voiture. Dans cet état d'esprit-là, pour le clinicien, au quotidien, les troponines de haute sensibilité, elles sont toutes équivalentes. Le vrai problème auquel nous sommes tous confrontés, c'est la gestion des seuils. Et on ne saurait que trop vous recommander de travailler avec des biochimistes pour essayer de trouver quels sont les bons seuils pour votre usage, exclusion, inclusion, et la population dans laquelle vous travaillez, c'est-à-dire population de service d'accueil d'urgence, avec un service de cardiologie qui a lui-même un service d'accueil d'urgence ou pas, avec une prévalence donc très différente de syndrome coronaire aigu, ou si vous n'êtes pas en urgence, mais vous êtes cardiologue et que vous recevez des patients qui sont déjà très préfiltrés, vous n'aurez pas les mêmes besoins, vous n'aurez pas à utiliser les mêmes seuils. Après, il y a toute la problématique des paramètres de cinétique, et ça, c'est encore un domaine qui est très étudié, pour lesquels il n'y a pas de recommandation, sauf celle que plus l'écart entre deux prélèvements est important, et plus la probabilité qu'il s'agisse d'un type 1 est importante. Je vous remercie de votre attention. J'aime beaucoup parce que l'électrocardiogramme difficile, dans le cadre d'une douleur thoracique, quand il est bien lu, permet de sauver des vies. Malheureusement, on m'envoie trop souvent des électrocardiogrammes dans lesquels on me dit « je ne comprends pas pourquoi il a fait l'arrêt, je ne comprends pas pourquoi ceci, je ne comprends pas pourquoi cela ». Il y avait un bloc de branche, il y avait un pacemaker, on ne pouvait rien dire, ceci, cela. Donc le but de ce topo est de vous augmenter la sensibilité de lecture au diagnostic du syndrome coronaire aigu, surtout que quand c'est un syndrome coronaire aigu et que les QRS sont larges, c'est déjà un petit peu plus grave que si les QRS sont fins, et donc il faut prévoir les accidents de conduction et de rythme qui vont s'associer au diagnostic de syndrome coronaire aigu. Tout ça pour dire qu'on n'a peut-être pas forcément le temps là d'attendre la troponine, mais qu'il faut déjà avoir un projet, une stratégie bien opérationnelle. Donc on va travailler ça ensemble. Je n'ai pas de conflit d'intérêt là-dessus, bien sûr. Par contre, j'appuie où là? Flèche. Droite. Je fais quoi? Voilà, allez. Le bloc de branche, on va commencer par parler d'un QRS normal, se rappeler ce que c'est en VA-V6 qu'un QRS normal.
une croissance de l'onde d'air qui pousse jusqu'à V4, qui redescend, une onde S qui grandit jusqu'en V2, puis ensuite qui redescend, et puis ce fameux segment STT. Donc vous regarderez avec un petit peu d'attention la proportionnalité et la polarité. En V1, en général, on a le droit d'avoir une onde T négative, en V1, V2, mais après V2, c'est vraiment très rare, et vous noterez que les ondes T sont inférieures aux 2/3 de l'onde R. Ce sont des repères qu'il faut connaître. Dans le bloc de branche gauche, alors je n'ai toujours pas compris comment on y va, c'est celui de gauche. Bon. Dans le bloc de branche gauche, si vous regardez bien, il y a une surface sous la courbe qui est proportionnelle à la surface qui est cachée dans le QRS. Il y a une polarité qui est inverse de la polarité du QRS. Regardez bien, dans toutes les dérivations, cette surface et cette polarité inversée, c'est là-dessus qu'on va... Alors ici, vous avez un QRS qui est polarité nulle, puisque R égale S, donc vous avez un point J qui n'est pas sus ou sous-décalé. Dès que vous avez de la polarité vers le haut, vous avez un point J qui va vers le bas et une surface à peu près proportionnelle. Ce sont des dessins que j'ai faits pour vous rappeler ce que c'était que la discordance appropriée. Nous avons vraiment deux grands pontes de la discordance inappropriée. Tout d'abord, deux challengers, Garbosa et Lena, dans le New England en 1989. Et je crois qu'on peut dire notre maître à tous, enfin en tout cas c'est le mien, Smith sur le syndrome coronaire aigu, qui franchement m'a tout appris. Et je voudrais vous parler du principe de convergence. Tout à l'heure, nous avions un électrocardiogramme avec une divergence entre l'onde R et le point J. Vous voyez que Sgarbossa, elle a dit quand il y a convergence, vous voyez que la convergence, c'est du même côté, l'onde R et le segment ST ou le point J, si vous préférez, ou quand c'est une onde S, ici vous voyez qu'il y a une convergence de la polarité, c'est vraiment très spécifique. Et elle a rajouté également, si j'arrive à le faire apparaître, que la divergence majorée, vous voyez qu'ici j'ai une divergence, j'ai une onde S et un point J qui sont proportionnels, hein. Quand cette divergence dépasse 5 mm, Sgarbossa nous a dit c'est très en faveur d'un syndrome coronaire aigu. Puis après, on peut faire des scores et on arrive à des fortes capacités diagnostiques de l'infarctus caché dans le bloc de branche. Et cette théorie a été modifiée pour le troisième critère par Smith dans deux papiers. Le premier qui dit que la majoration de divergence vers le bas est appréciable lorsqu'elle fait plus de 0,3. Bon, on verra ça tout à l'heure dans le détail. Vous voyez bien que c'est beaucoup trop bas. À l'œil, il faut travailler votre œil. Et la divergence majorée, lorsque le ST sur S est supérieur à 0,25, ici je vous ai mis quelque chose comme 6 ou 7 mm par rapport à 13-14 mm d'onde S. C'est ça qu'on va travailler ensemble sur les exemples suivants. Donc, il y a autre chose sur lequel je voudrais insister, c'est que le ST, ce n'est pas que l'électrocardiogramme, c'est l'analyse du QRS qui est importante. Quand vous regardez un ST, vous regardez le QRS. Alors, regardez ici, vous avez des QRS qui sont bizarres. Vous voyez, les ondes d'air n'ont pas poussé, là. C'est un argument en plus pour vous dire, tiens, vous avez même une décroissance de l'onde d'air, on va les revoir tout à l'heure, associée à cette majoration de la divergence. Là, vous avez un exemple de convergence. Là, vous avez un bloc de branche V4, V5, V6 avec un excès de divergence. Là, une onde Q, on va le revoir tout à l'heure. Une convergence, et là, vous avez des QRS fragmentés avec un excès de divergence. Donc, l'ensemble de ces choses, on va les retrouver sur les QRS. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Ici, vous avez une décroissance de l'onde d'air de V1, V3. C'est un signe de nécrose, dont on ne parle pas assez. Et puis là, vous avez une onde Q en V4, V5, 6. Il n'y a pas d'onde Q dans le bloc de branche gauche. Dans les dérivations latérales. Vous voyez que ce S-segment ST est capable de donner, malgré le bloc de branche gauche, une nécrose. Là, vous avez le fameux signe de Cabrera en V4. C'est un signe de cardiopathie ischémique chronique, relativement peu spécifique, mais spécifique d'une cardiopathie sur un bloc gauche. Et enfin, vous devez reconnaître le signe de Chapman, c'est un peu l'équivalent de celui-là. C'est-à-dire que l'onde d'air, au lieu d'être jolie comme tout ici en V6, elle est crochetée dès son départ. Et enfin, vous avez les QRS trifragmentés qui ont été décrits comme étant des signes de troubles de conduction surajoutés au bloc de branche. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être de l'ordre d'un bloc focal, peut-être ischémique, qui se rajoute aux troubles de la conduction. Donc, vous avez plein de choses pour apprendre à reconnaître un bloc de branche
ischémique. Vous voyez ici, bloc de branche, cardiopathie ischémique. Vous devrez toujours travailler la notion de concordance et de majoration de discordance, mais aussi les QRS. Regardez ici, vous avez donc en rouge, vous essayez de vous faire vous-même le petit schéma, repérer où est la concordance. Vous pourrez le refaire sur YouTube, ces exercices. Ici, vous avez la recherche d'une concordance, je vous laisse regarder, et c'est assez simple. Vous cherchez de quel côté le QRS et le segment ST sont du même côté, et c'est vraiment pas trop difficile. Là, vous avez une convergence magnifique ici. C'est un vieux tracé historique que j'ai repris. Et là, vous avez une majoration de la divergence. Vous voyez, comme ce segment ST, beaucoup trop. Regardez cette surface sous la courbe par rapport à ça. Idem ici. Majoration de discordance. Là, vous avez de la convergence. Ça paraît très simple. Et comme je vous l'ai dit, hein, regardez bien ces QRS comme ils sont anormaux. L'onde d'air décroît jusqu'en V4. Et il y a une onde Q en V6. Franchement, je ne comprends pas pourquoi on oublie de décrire les QRS dans l'EST pour vous aider au diagnostic. C'est vraiment très essentiel. Un autre exercice, repérer, c'était plus facile tout à l'heure, essayez de repérer où est la concordance de cet infarctus et de ce bloc de branche. Parce que quand le diagnostic n'est pas fait, le sujet meurt. Bien sûr qu'il est dyspnéique, bien sûr qu'il étouffe, bien sûr que ça ne va pas bien. Mais il faut faire le diagnostic d'infarctus pour l'amener au bon endroit et commencer le traitement. Et franchement, je vois trop souvent cette erreur. Il y a une concordance alerte quelque part. Où est-ce qu'elle est? Quelle dérivation? Ah oui, parce qu'en plus, quand c'est rapide, le cœur, c'est encore plus dur là-dedans. Alors, où est cette concordance? Comme dirait Frédéric Adnet, c'est toujours en V3. C'est pas mal son topo, d'ailleurs, ça marche pas mal. Regardez bien, V3, V4, vous avez ici, tout simplement ici, la convergence. Le ST et l'onde S. C'est là que c'est le plus visible. Là aussi, vous avez une convergence un peu inhabituelle. Il ne devrait pas y avoir de sous-décalage, puisque R égale S, et vous en avez une. Là, vous avez une majoration de la divergence. Vous voyez, comme le segment ST fait 6 ou 7 mm. C'est un bloc de branche ischémique. OK ? Et là, vous avez le signe de l'Empire State Building, que j'aime beaucoup, que j'ai inventé. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Regardez-le sur les blocs, gauche ou droite. Regardez bien cette forme du QRS, triphasique, vers le haut, comme ça. Et c'est un signe de trouble de conduction associé à un bloc de branche. Le trouble de conduction est peut-être ischémique. Et vous noterez que il y a encore une onde Q en VL, ce qui est tout à fait anormal. Il n'y a pas d'onde Q dans le bloc de branche gauche. Et donc, regardez vos QRS, cherchez les ondes Q anormales, des signes de l'Empire State, des ondes rabotées, ou comme ici, vous voyez, c'est très fragmenté, tout à fait anormal. Un exemple encore de Smith, on terminera avec les blocs gauche, puisqu'on a beaucoup de choses à voir après, malheureusement, je suis toujours trop bavard. Cherchez la concordance, à gauche ou à droite, à gauche et à droite. Sachez que celui-là a été fait après celui-là. À droite, ici, est-ce que c'est clair pour vous, l'infarctus? Est-ce que vous voyez une concordance ou une majoration de la divergence, c'est-à-dire une discordance appropriée? Et est-ce que vous voyez un signe de QRS anormal qui peut vous orienter? Alors, si vous voyez les QRS, comme je vous l'ai dit là, l'onde d'air décroît, donc alerte à Malibu. Ensuite, vous voyez le signe de Cabrera, donc alerte à Malibu. Et comme par hasard, vous avez un ST+, qui est égal. Le point J est à la même profondeur que l'onde S. Alors, il suffit d'un quart. Là, vous êtes à 50%. Donc, cet électrocardiogramme ne pose plus aucun problème. Le vrai problème, c'est que le patient est très grave à ce moment-là. Et que si on l'avait vu un tout petit peu plus tôt sur l'électrode d'avant, il n'aurait peut-être pas fait ça. Parce que déjà, il était présent à gauche. Mais oui, je suis désolé, il faut regarder le CG, et il faut mesurer le segment ST. Vous voyez que les ondes d'air ont été rabotées, elles étaient encore présentes. On aurait pu choper l'infarctus sur cette tachycardie BBG ischémique à cause de la majoration de la discordance. Ça veut dire qu'il faut compter un tout petit peu et passer un petit peu de temps, quand on connaît les pièges, à mesurer ces infarctus. Donc Smith le publie car c'est vraiment
un excellent pédagogue, et je trouve que cet électrocardiogramme extrêmement parlant. Nous allons parler du bloc de branche droit, car vous savez tout sur le bloc de branche gauche. On oublie trop souvent de parler du bloc de branche droit et de l'ischémie. Voici 4 blocs de branche droit qui associent chacune soit un bloc de branche droit traditionnel, soit de l'hypertrophie ventriculaire droite, soit de la cardiopathie ajoutée, vous voyez un QRS triphasique ici, soit de l'HVG. Bref, tout cela nous permet, malgré les troubles de l'articulation, de dire que c'est approprié. Regardez la surface qui est là par rapport à celle-là. Tous les QRS ont des ST qui sont de polarité inversée du côté droit, ou en tous les cas, une divergence et une discordance qui restent appropriées par rapport au bloc de branche. Ok, donc ça, ce sont, regardez bien la surface sous la courbe, c'est approprié. Il faut se le mettre, et puis regardez les QRS, les ondaires poussent bien jusqu'en V5 parce qu'il y a un demi-bloc associé, les ondaires ne sont pas trifragmentés, ici vous avez de l'HVD associé ou de l'HVG, bref, c'est faisable. Là, c'est pas très difficile de voir qu'il existe un bloc de branche droit, un segment ST divergent ici, mais là il y a une convergence du côté du bloc droit, avec une surface démesurée, que vous appelez un ST+, à juste titre. Le QRS est très modifié, avec une onde Q, ce qui est tout à fait anormal. Et franchement, regardez ces QRS pour vous aider à classer les anomalies. C'est un bloc droit. Tout d'abord, vous dites qu'il est anormal ou impur. Importe la terminologie, j'aime bien le mot impur. Car il y a une onde Q. Cette onde Q est probablement une nécrose, c'est pas très spécifique. Ça peut être une myocardite ou tout ce que vous voulez. Mais quand ça s'associe à des troubles de conduction comme ça, sans miroir, je vous rappelle que là, vous êtes tous en plein rêve avec le miroir sur l'antérieur vers l'inférieur. Vous oubliez les miroirs, c'est pas systématique, tant mieux s'il est là, mais vous voyez qu'il n'y en a pas. On y va, c'est facile. Pour vous, celui-là, je suis tranquille, vous n'allez pas le rater. Mais on va faire un petit peu plus dur. Maintenant, vous avez tout repéré, on va couper le CG en deux. Et je vais vous montrer que des blocs droits. Vous allez regarder d'abord avec vos yeux, parce que sinon vous êtes noyé dans 12 dérivations. Donc il faut tous les lire une par une. Vous faites les 6 premières de gauche, puis les 6 premières de droite, et vous cherchez les petits divergences, QRS anormal et tout ça. Alors comme le topo sera sur YouTube, vous pourrez le refaire en exercice. Vous regardez la deuxième partie maintenant, et cette fois-ci, je crois qu'il n'y a pas trop de difficultés. Vous vous êtes habitué à avoir des ondaires un tout petit peu anormales dans l'infarctus à son début, et surtout, il n'y a pas de segment ST sus-décalé ici, mais vous avez vu qu'ici, on ne voyait pas grand-chose, hein, il n'y avait pas grand-chose du tout même. Donc, heureusement qu'on a cette partie-là. Une fois de plus, il n'y a pas de miroir, mais peu importe. Et vous avez un infarctus ST+ en cours. C'est bon? Pas difficile. On peut les voir sans difficulté, les ST+, dans le bloc droit, car ils ne sont pas masqués. C'est toujours vers le haut, mais parfois, c'est pas si simple. Alors là, je vous ai mis l'autre côté. Tout de suite, vous voyez qu'il n'y a pas de ST+, mais la question c'est, est-ce que ce ST- n'est pas un peu disproportionné? Regardez V1, V2, V3. Vous voyez bien que ST est un peu trop vers le bas. Votre œil commence à travailler sur la discordance inappropriée. Ce point J est trop bas. C'est très rare, un point J dans un bloc droit qui descend de 3 mm. Ça ne va pas. C'est génial. Généralement 1 mm. Là, vous vous dites, oh là là, ce QRS, il est un peu en bonne et d'âne, là, c'est un peu bizarre. Hein, et en plus, en D2, là, vous avez un segment ST qui est franchement anormal. Donc, vous savez que là, par contre, il y a peut-être soit un non ST+, mais il n'y a pas de non ST+, il y a un ST+, quelque part. Et là, il y a un ST+, quelque part, donc, aucun problème pour classer ce patient, c'est un inféro-basal. Pas difficile, le ST+, n'est jamais masqué. Là, par contre, vous avez des ST+, qui peuvent être difficiles à voir sur un bloc de branche droit. Alors, regardons ce tracé, de haut en bas, vous verrez bien le non ST+, alors vous verrez bien le sous-décalage. Ce qui est difficile à voir parfois, c'est le discret ST+, de l'infarctus inférieur, surtout dans les dérivations D3, car je vous rappelle que D3 n'a pas de petite sœur à gauche, il n'a qu'une petite sœur en VF. Les infarctus qu'on rate, ce sont ceux qui sont en D3 ou en VL, en frontal. Puisqu'ils n'ont pas de petite sœur, ils n'en ont qu'une seule, donc c'est un peu difficile. On ne voit qu'un sus-décalage dans une seule dérivation. Mais là, vous voyez que le QRS est modifié. Alerte, petit QRS, vilain comme tout, triphasique, raboté.
et un ST+, qui ne peut pas être ample puisque le QRS est tout petit. Ceci est une signature d'infarctus ST+, en plus il y a un miroir. Attention et là vous avez l'autre dérivation, les 2 des 3 VF. Et vous regardez de l'autre côté, vous avez les QRS triphasiques qui vous ont alerté. Ici, vous regardez le bloc droit, et vous tiquez où ça? Ici. Parce que il est quadriphasique ce ST+, et il est accompagné d'un ST+, de 2 mm. Il n'y a pas de ST+, dans le bloc droit. Vous avez un ST+, en inférieur et en apical, c'est probablement une IVA distale, et vous avez un QRS quadriphasique. Une fois de plus, on ne saurait rappeler que les QRS sont un super élément de diagnostic. Voilà, je vais vous en montrer un dernier sur les blocs droits. Malheureusement, j'ai encore 5 minutes. Je vais en profiter pour vous en montrer 5 encore. Alors, regardez bien celui-là, parce que celui-là, vous allez le rater. Pourquoi? Parce que la ligne de base, elle bouge un peu. Le QRS, c'est un bloc droit. Hein, bon, ok. Si on va un peu vite, là, bah, on voit, ça bouge un peu. Vous voyez, la ligne de base, elle a bougé. Un peu, un coup en haut, un coup en bas. Oh, bah là, il y a un bloc droit. Là, il n'y a pas grand-chose. Et puis, tiens, là, par contre, c'est un peu sus-décalé. Je viens là, bah là, ça bouge. Mais une fois de plus, le QRS, il est vilain, là. Très vilain. Et il y a un ST+. Et regardez la surface sous la courbe, comme elle est démesurée. Puis il y a un miroir. Et puis il y a un ST+, très ascendant avec une onde T qui dépasse largement l'onde R. Et là, vous avez à nouveau un miroir. Ce petit infarctus inférieur, avec cette bradycardie, je ne sais même pas si le rythme est sinusal, s'il l'est, est un infarctus à son début sur un bloc de branche droite délicat. Mais on peut le voir, le ST+. Là où ça va être un petit peu plus difficile maintenant, non pas chez ce patient. Chez ce patient, vous avez vu le bloc droit en V1. Hein, il est très large. Un bloc droit, plus un QRS est large, plus le pronostic est engagé. Et on n'est pas étonné que ce patient aille très mal. Pour vous rappeler qu'un bloc droit ou un bloc gauche doit laisser augurer l'évolution vers une asystole par BAV complet. Le patient, c'est un patient de Saint-Louis, devant nous, il se ralentissait. Il est arrivé en BAV3, il n'avait pas de douleur. Hein. Tout de suite, il n'avait pas de douleur, il était en choc cardiogénique, donc à ce moment-là, ils n'ont plus de douleur, les gars. Hypotherme et tout ça, on s'est demandé si c'était pas une hyperkaliémie, une hypothermie, et puis finalement le CG était très très évocateur une fois qu'il a arrêté de trembler de froid. Bloc de branche droit, hein, sous-décalage avec un segment. Bon, ben là ça va pas du tout ce sous-décalage. Et il y a un sus-décalage ici avec une onde Q. C'est bien un infarctus avec un Mobitz, enfin un BAV de haut degré. Donc sonde d'entraînement, transfert en cardio, c'est pas difficile de faire le diagnostic, mais il faut ne pas se laisser impressionner par les ondes T qui font pseudo-hypercalémique chez ce patient. Et je terminerai avec encore 2 ECG importants pour vous rappeler que le bloc de branche droit est facile à analyser quand il y a un ST+, mais quand il n'y a pas un ST+, ça peut être très difficile. Voici un infarctus sur bloc de branche droit avec cardiopathie ischémique. C'est une dame de 90 ans, vous voyez. Et vous avez un non-ST+, ici, un sous-décalage de ST diffus. Diffus, raide, diffus. Il n'y a pas de ST moins comme ça, je vous l'ai dit, de plus d'1 millimètre dans le bloc de branche droit. Et vous avez ce fameux signe magnifique en VR, qui est un miroir important de toutes les dérivations de l'APEX, que l'on voit dans la dérivation ici, qui signe un infarctus de forte gravité. Ce n'est pas signé obligatoirement. Hein. Le non ST+, avec sus-décalage de ST, n'est pas très spécifique. Dieu sait que vous devez y penser là-dessus, sur un infarctus de comment on dit non, pas l'infarctus tricoronaire, je ne trouve pas le mot. Tritronculaire. Donc, soit un tritronculaire, soit un tronc commun, c'est évidemment des infarctus extrêmement graves quand vous avez un sous-décalage diffus comme ça, une tachycardie et un ST+. Et effectivement, chez elle, c'était le cas. Ce n'est pas toujours spécifique, mais Dieu sait qu'on est en ambiance coronaire chez ce patient. Et je voulais vous montrer un bloc de branche droit non ST+, de haute gravité, c'était le cas chez lui. Celui-là, je vais passer parce que vous le reverrez, c'est pas très très grave. Pour vous parler de celui-là, qui est celui du cas où il y a à la fois le bloc de branche, plus la tachycardie, et là, ça devient compliqué à voir. Vous voyez, vous avez cette dérivation-là, donc vos yeux travaillent, et votre problème, c'est de repérer le début du QRS. Voilà, je vois des grosses têtes, là, des yeux comme ça.
Et là, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe, maman, trop tard. Mais quand vous êtes dans un camion SMUR, il vaut mieux en avoir vu quelques-uns comme ça. Là, c'est plus le moment d'appeler l'interne de cardio qu'on n'a jamais vu non plus. Ceux-là, il faut les avoir vus parce que les BBG rapides et les BBD rapides, c'est difficile de localiser le début du QRS, donc je vais vous aider. Surtout, n'achetez jamais les 3 dérivations, vous achetez que des 7 dérivations, c'est-à-dire 6 plus 1. Ça va vous permettre, avec vos yeux, de tracer des traits sur le début et la fin du QRS, et de repérer donc le point J, et donc de repérer le ST+. Ok. Dès que c'est rapide, avec des QRS très larges, il faut bien regarder sur le sujet le début du QRS, la fin du QRS, et appeler un chat. Cet infarctus est un ST+. Il faut aller vite, vite, vite. Bloc de branche, tachycardie, ST+. On ne va pas avoir beaucoup de temps pour réfléchir. Voici la deuxième partie de l'ECG. Le gars n'en a plus pour très longtemps, bien entendu. Hein. Là, il faut classer l'ECG avec, à nouveau, vous prenez votre curseur là, vous prenez ces deux traits là, vous les mettez avec vos yeux là, vous remontez, vous voyez bien qu'il y a un ST+. Très mauvais pronostic pour lequel il faut... voilà, il a eu la PCI juste après. Je termine avec cette dernière diapo pour vous rappeler que le QRS large ne masque pas le ST+, les ESV non plus. Les ESV peuvent vous aider. Au contraire, bon, je ne vais pas trouver forcément les bons exemples. Parfois, les ESV, comme dit Rasmus, illustrent davantage le ST+, que le QRS eux-mêmes. Ils amplifient le sus-décalage ou le sous-décalage. Regardez les ESV en cas de doute, regardez vos QRS. Le pacemaker ne masque pas les infarctus. C'est comme pour le bloc de branche gauche. Regardez cette magnifique concordance, la polarité négative, le ST vers le bas, le pacemaker, les ESV et le Wolf Parkinson-White, j'en ai eu un, ne masquent pas l'infarctus. Regardez, il y a une préexcitation, un PRCO au nom de delta, et on voit très bien, voilà l'infarctus, on voit très bien l'infarctus caché. Donc, vous pouvez arriver à faire le diagnostic d'infarctus en cours de SCA, en cas de bloc de branche, en cas de QRS large. Regardez vos QRS, sont-ils modifiés par l'ischémie? Regardez la discordance, est-elle inappropriée? Et on peut aussi le voir en cas de ESV, de RIVA ou de pacemaker. Je vous remercie.